Ok, nous revoilà, j'espère que vous avez bien mangé, que la digestion ne va pas vous faire dormir. On a encore plein de choses à voir. Alors, ok, donc on a vu pas mal de choses ce matin déjà sur FireMonkey. On va continuer de voir. Hop, je fais une nouvelle application. Alors, je vais mettre quelques composants. Donc on a vu déjà que visuellement on pouvait faire pas mal de choses avec l'opacité, la rotation, on a vu pas mal de choses comme ça, d'accord. On a vu notamment la notion de parent qui permettrait du coup de construire d'autres choses si on a des composants qui ne sont pas présents mais qu'on veut voir, qu'on veut intégrer dans d'autres composants. Donc on peut le faire avec le fait que n'importe quel composant peut être le parent de n'importe quel autre composant. Mais on est allé encore plus loin au niveau design et graphisme avec FireMonkey, puisqu'on a également intégré la notion d'effet. Donc si je regarde dans la palette de composants, je vais trouver une rubrique qui s'appelle effets, dans lequel il y a énormément d'effets, d'accord. Vraiment une palanquée d'effets. Et en fait, je vais pouvoir rajouter ces effets aux composants. Encore une fois, à n'importe quel composant. Il n'y a pas de particularité, ceux-là ils peuvent pas, et ainsi de suite. Donc si je regarde sur les effets, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je pourrais prendre par exemple des Shadow Effect. Voilà. Je vais prendre mon effet et je vais le mettre sur le composant sur lequel je souhaite le mettre. D'accord. Donc ici, je le mets sur l'edit. Donc ensuite, sur l'effet, j'ai toute une série d'informations qui vont me permettre de paramétrer cet effet. Quelle est la direction? Ok, 90 par exemple. Quelle est la distance? J'ai dit que c'est 10 au lieu de 3. L'opacité, 0,1, voilà, donc il est très transparent, ou 1 carrément, il n'est pas du tout transparent, ok. Quelle est la couleur de mon ombre? Voilà, si je la veux rouge, ok. Voilà. Toute une série de paramètres sur chaque effet en fait, qui vont se mettre sur mon composant, sur le composant sur lequel je suis. Attention, je ne peux pas cumuler les effets, je ne peux pas forcément cumuler les effets. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Ok, donc on voit on a beaucoup d'effets. Encore une fois, ces effets peuvent être ajoutés à plein de composants. On pourrait par exemple prendre le T-Reflection Effect sur le bouton. Ok, on va faire grossir mon bouton. Donc on voit l'effet réflexion, on va l'agrandir un petit peu, on va mettre une distance plus grande. Voilà. Je vois bien que j'ai la réflexion de mon bouton, là, juste en dessous. Donc il peut donner un effet assez sympa. Bien entendu, si je prends mon bouton et que je m'amuse à faire un angle, on est d'accord que l'effet suit automatiquement. Pas de problème. D'accord, donc on va pouvoir de cette manière-là rajouter des effets à plein de composants. Si on regarde également sur les effets, à chaque fois on a la notion de trigger. Par défaut, un effet, d'accord, il est sur mon composant edit, l'effet Shadow Effect, il a une propriété enable. À partir du moment où je mets la false, automatiquement l'effet il disparaît. D'accord. Donc je pourrais déjà jouer sur cet effet-là.
Ce qui me permettrait par exemple de mettre plusieurs effets. Prenons le Reflection Effect par exemple, qu'on met sur l'edit, d'accord. Donc, hop, l'opacité, on va le mettre à 1 plutôt, voilà. Donc on voit bien mon effet de réflexion sous mon edit. Du coup, par contre, si je mets le Shadow Effect, forcément, je vois plus le Reflection Effect. Donc, je pourrais jouer sur mettre plusieurs effets, puis jouer sur les Enable, en fonction du moment où je veux, mettre l'effet qui va m'intéresser pour regarder que celui qui m'intéresse. D'accord. Celui-là, false, et je remets le Shadow. Et donc, si on regarde sur les effets, on a la propriété Trigger qui va me permettre également de déclencher l'effet à un certain moment. On l'a dit, sinon j'ai une propriété Enable, si c'est à true, l'effet il est actif tout le temps, tant que le Enable est égal à true. Si je passe le Enable à false, forcément l'effet ne devient plus actif. Mais je pourrais décider aussi que mon effet soit un Enable à false et déclencher mon effet sur un certain trigger. Si on regarde les triggers, on va trouver différents triggers. Quand le composant a le focus, alors il y a les checks pour tout ce qui est checkbox ou radio button, ce genre de choses. Is mouse over est égal à true, est égal à false, si selected est égal à true, s'il est visible, et ainsi de suite. Donc je pourrais par exemple, histoire de montrer qu'on peut faire des choses qui peuvent servir également et qui ne sont pas simplement là pour être du gadget. Voilà, ici j'ai un glow effect, d'accord, donc on peut lui donner une couleur, on va lui donner une couleur dans les bleus. Voilà, par exemple, ça. Ok, je peux jouer sur le softness, l'opacity, ok, il n'y a pas de problème. Je pourrais le mettre à false et lui dire que déclenche-moi ce trigger quand isFocus est égal à true. Quand le composant va avoir le focus. Je vais ajouter d'autres edits. On se rappelle, sur le premier edit, j'ai mis un glow effect, il est à false, l'enable est égal à false, et je vais simplement dire déclenche cet effet quand le focus est égal à true sur ce composant. Quand je lance mon application, ok, dès que je mets le focus sur ce composant, hop, automatiquement l'effet est déclenché, donc ce qui me permettrait, là, sur les autres, ça y est pas, hein, mais du coup, si je faisais la même chose sur les autres, de cette manière-là, l'ordre de tabulation n'est pas terrible, hein, mais dès que l'edit a le focus, automatiquement, mon effet apparaît. D'accord. Donc du coup, je peux donner sur un formulaire de saisie un effet assez sympa, voilà, qui permet de voir de suite à l'utilisateur sur quel edit il est et quel edit, quel focus. D'accord. Donc si on regarde dans les effets, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'effets. Tous ne font pas la même chose. Certains, selon les composants, n'ont pas forcément d'impact, d'autres plus. Ça va vraiment dépendre. Tout à l'heure, on parlait de faire un rognage pour les images. On a un T-crop effect, en fait, qui pourrait être utilisé justement pour redimensionner, enfin pas redimensionner, mais voilà, pour prendre une partie d'une image, par exemple. Ok. Donc, sur tous les composants, je vais pouvoir ajouter des effets.
Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que tout à l'heure, on a vu la notion de layout. Alors, juste pour les edits. Normalement, sur l'edit, il faut savoir qu'en fait, on a une propriété qui est Disable Focus Effect. Par défaut, il y a un effet légèrement bleuté, le même glow qu'a utilisé Thierry, mais tout léger en fait. Ouais, mais Là, on le voit. Là, on le voit typiquement. Il y a un léger contour mais bleu. Vraiment tout léger. Voilà. Quoi, Et si tu sélectionnes, non, mais sélectionne le champ d'à côté, et tu verras que il disparaît quoi. C'est vraiment ce petit bleuté. Mais il est Et tout léger par rapport à avant où il était plus. Voilà, exactement. Et par XE2, contre, en on fait, peut le désactiver effectivement si on souhaite réellement mettre ses propres effets parce que mon interface veut qu'elle soit comme ci et pas qu'elle soit par défaut. Donc il y a vraiment un effet tout petit quoi en fait, où on voit la différence entre. Bon, là c'est différent, mais voilà, quand j'ai là, oui, je ne l'ai pas. Mais il est très fin. Avant en XE2 il était beaucoup plus important en fait. Bah après il y a aussi Et j'ai une propriété Disable Focus Effect, si je la mets à true, là cette fois par contre. Voilà, on voit plus l'effet bleuté. Voilà, je sais plus cet effet par défaut quoi. Et il y a la même chose aussi sur la partie drag and drop. Je sais pas si tu comptes en parler plus tard. Si tu actives, si tu le mets en auto, lui, drag La mode. partie drag and drop. Fais un drag mode auto. Voilà. Drag and drop, enfin lance, exécute. Si tu attrapes ton composant, on va voir en fait que tous les composants qui ont le droit. Ouais, vas-y, mets-toi au-dessus d'un. Voilà. Là, on voit le carré bleu et c'est pareil, on a une propriété Enable Drag Highlight qui permet de désactiver si vous voulez pas non plus avoir cet effet-là. Ok, la propriété. Voilà, Enable Drag Highlight. Ici, Enable Drag Highlight. Voilà. Détail. Ce qui est intéressant également de savoir, c'est par rapport au layout. On a vu tout à l'heure qu'on avait des layouts, d'accord? Donc si je m'amuse à faire ça, je vais mettre un layout, je vais mettre, allez, mettons-le en mail client, voilà, et on va mettre tout le monde dans le layout. Ok. Donc le layout est bien le parent de tous les composants. Je vais juste supprimer les effets. Ok. Et si on fait autre chose, on va prendre un bouton, un edit. Donc ici, mon edit 4, son parent, c'est le bouton 2. On le voit bien, si je bouge le bouton 2, j'ai mon edit qui suit. Si sur le bouton 2, je m'amuse à mettre un effet, prenons par exemple le Shadow Effect. Pardon, je ne l'ai pas mis où je voulais, je montre avant. J'ai mis un effet sur le bouton 2. Comme le bouton 2 est un composant visuel qui peut afficher l'effet, dans ce cas-là, le bouton 2 affiche l'effet. Et l'édit, malgré que ça soit son enfant, n'a rien du tout. Il n'affiche pas d'effet. Par contre, si je m'amuse à mettre cet effet sur un composant non visuel qui ne peut pas afficher l'effet, c'est le cas d'un layout, puisqu'on l'a dit, c'est un composant non visuel. Si je le fais, je mets cet effet sur mon layout. Étant donné que le layout ne peut pas afficher cet effet, automatiquement, il le répercute sur tous ses enfants. Et on voit bien ici que tous les composants affichent bien l'effet shadow. D'accord ? J'ai bien mon effet d'ombre ici sur tous les composants. Encore une fois, parce que le layout est un composant non visuel, bien entendu, et qui ne peut pas afficher un effet. Si par contre je m'amusais à faire ça avec un panel, ok, et dans mon panel, on va prendre par exemple mon bouton et mon edit. Le Shadow Effect, je vais le mettre sur mon panel. Automatiquement, c'est le panel qui prend l'effet, tout simplement, encore une fois, parce que c'est un composant visuel qui peut afficher l'effet. Donc lui, il intercepte l'effet, et ça s'arrête là. Les enfants n'ont pas droit à l'effet.
D'accord. Donc j'aurai ça seulement dans le cas du layout, en fait, où je prends mon layout et voilà. Donc, je pourrais prendre, par exemple, si je voulais faire ce genre de choses, Blur Effect, d'accord. Alors sur le panel, c'est un peu particulier parce que c'est pas que les composants ont récupéré l'effet blur, c'est que l'effet blur sur la totalité du panel fait que même ce qui est dans le panel, en fait, affiche masqué. Ce qui est pareil pour le shadow, sauf que forcément le shadow, vu que c'est le contour, il n'y a que le contour qui prend. Mais c'est pareil, c'est en fait le composant prend, c'est le composant, contrairement, effectivement, comme tu le dis, Voilà, le non visuel le transmet aux enfants. Par contre, là, lui, il le garde, mais bien évidemment, tout ce qu'il contient, est affecté de la même façon, quoi. C'est l'effet qui veut ça, quoi, en fait. Alors que quand on est dans le cas du layout, comme lui, il ne peut pas l'afficher, il le répercute bien, et c'est bien tous les composants qui ont cet effet-là. D'accord. Donc ça peut être une manière, comme on voit là, par exemple, de masquer des choses, de les griser, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, quoi, du coup. Hein. On l'a vu dans la palette d'effets, il y a énormément de choses, pardon. Je pourrais très bien... Qu'est-ce que j'avais Monochrome, sépia... ouais, je prends un effet... Enfin, monochrome... Mais sur une image, ça sera plus parlant. Sur les couleurs, ouais. Ce sera plus parlant si tu prends l'image. Image... Hop... Ça, hop. On a mis les manchots. Hein. Ok. On voit, donc on parlait tout à l'heure de mettre des effets sur les images, hein, très simplement en fait. Voilà, l'image, l'effet sur le layout, encore une fois, il le répercute sur tous les composants. Je peux mettre l'effet directement sur l'image, et voilà, ça va permettre du coup d'avoir ce genre d'effet très rapidement, sans avoir besoin de coder l'effet, quoi. Encore une fois, on l'a vu, il y a énormément d'effets qui existent. Et encore une fois aussi, ça c'est valable sur tous les composants. On l'a vu sur un edit, sur un bouton, sur les images, mais il sera valable sur une grille, il sera valable sur n'importe quel composant visuel. D'accord. Donc on le voit déjà, encore une fois, par rapport à la VCL, on va beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on pouvait faire dans la VCL, hein, beaucoup plus de choses. On peut cumuler ça, bien entendu, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les transparences ou ce genre de choses, il n'y a pas de souci, quoi. J'aurais très bien pu ce qu'on avait fait ce matin. Projet 2, l'iPhone. Ouais. Elle m'empêche sur l'image de l'iPhone d'aller lui mettre un Glow Effect, par exemple. Et j'ai bien ma fenêtre qui a toujours la forme de mon image, quoi, mais en plus avec un effet autour sur mon image qui va être pris en compte. D'accord. Ou de la même manière, hein, comme on l'a dit, comme on l'a vu là tout à l'heure, c'était un T-monochrome effect. C'est bizarre avec mets-le plutôt sur, voilà, exactement. Son bouton, on voit bien. Que tout est grisé, par mon circle, il n'a pas. Non, il est dans un layout. Il n'a pas repris. Exactement. D'accord, donc on pourrait rajouter des effets, jouer aussi avec les transparences et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc on le voit déjà avec les effets, encore une fois, on va encore plus loin qu'avec la VCL. Mais on est allé encore plus loin, puisqu'on ne s'est pas contenté seulement des effets. Mais on a également rajouté la notion d'animation. Donc la possibilité d'animer des choses.
Et toutes les choses qu'on peut animer, c'est bien entendu des composants. Ok. Donc j'ai mes composants qui sont là. Et en fait, si je regarde dans ma palette de composants, un peu au-dessus de la palette d'effets, la rubrique effets, je veux dire, on va retrouver une rubrique qui s'appelle animation. Donc je vais retrouver toute une série de composants, certains qui me permettent d'animer des couleurs, pour des dégradés, des images, ou ce genre de choses. Mais il y a un composant qui est surtout intéressant, qui est le composant T-Float Animation. Et lui, il va me permettre d'animer tout simplement une propriété flotte. Je l'ai dit ce matin, une des grandes différences, c'est qu'on est sur pas mal de propriétés. On est passé de propriétés en entier à des propriétés de type float, des singles en fait. Si on regarde sur les composants, en fait, vous avez peut-être remarqué depuis ce matin, on a certaines propriétés sur lesquelles il y a une petite diapo. D'accord, petite image de diapo qui est notée. D'accord, ça va être le cas sur l'opacité, la position, l'angle de rotation, le rotation center, la propriété scale, enfin, voilà, sur pas mal de propriétés. C'est tout simplement toute une série de propriétés qui peuvent être animées. Pour ça, je vais justement utiliser le float animation. Donc si je mets le float animation sur le composant que je souhaite animer, on va mettre ça sur le bouton 1 par exemple. Je regarde au niveau de float animation, je vais avoir différentes choses. La propriété la plus importante, c'est property name. C'est ici que je vais préciser quelle est la propriété de bouton 1 que je veux animer. Donc si je regarde, je retrouve justement les propriétés sur lesquelles il y avait l'image de la diapo. On pourrait prendre par exemple rotation angle. Ensuite, je vais avoir une propriété start value et stop value. On a dit, je vais faire une animation. Donc il va donc y avoir une valeur de départ et une valeur de fin. Donc pour rotation angle, quelle est ma valeur de départ? On va partir de 0. Et quelle est ma valeur de fin? On va aller jusqu'à 360. Donc je vais faire une animation qui va aller de 0 degré à 360 degrés, puisqu'on parle de rotation angle. Et j'ai une propriété duration qui est la durée en secondes de mon animation. Par exemple, 3 secondes. Ensuite, mon animation, donc là j'ai bien paramétré mon animation, on reviendra sur les autres propriétés. Pour l'activer, j'ai tout simplement une propriété enable, que je peux mettre à true. Si je mets la propriété enable à true, dès que je vais lancer mon animation, mon application, automatiquement mon bouton va s'animer. D'accord? Donc je lui ai dit juste une animation de 0 à 360. Je pourrais bien entendu jouer avec d'autres propriétés, notamment par exemple la propriété loop. Dans ce cas-là, il va de 0 à 360 et puis il recommence. Donc si on met loop, il va faire une boucle, 0 à 360, il reboucle et ainsi de suite. Et là, donc, il ne s'arrête jamais. Encore une fois, malgré qu'il y ait une animation, c'est pareil pour les effets ou toutes les autres propriétés, mon composant, il reste opérationnel. Ça n'empêche pas que je peux cliquer dessus et que je peux continuer à l'utiliser. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce n'est pas parce qu'il est animé que je ne pourrai pas l'utiliser.
Ça, c'est faisable avec n'importe quel composant, si bien un edit, un mémo, une grille, n'importe quoi. On l'a vu, je peux mettre enable à true ou à false pour déclencher mon animation, mais de la même manière, je pourrais très bien lui dire float animation 1, c'est le nom de mon composant d'animation. J'ai une procédure start, et de la même manière, j'ai une procédure stop. D'accord, ce qui va me permettre de lancer ou d'arrêter mon animation. Je peux faire un stop at current aussi, parce que si je fais un stop, il va forcément à la dernière valeur. Stop at current pour qu'il reste à la valeur sur laquelle il est. Donc ici, hop, si je lance mon application, donc j'ai pas d'animation, je clique, j'ai bien lancé mon animation. Ce qui est intéressant en plus, c'est que si on regarde mon composant flow d'animation, comme c'est un composant, je vais y arriver, il a des événements, il a notamment un événement onProcess, donc il va me permettre d'être déclenché à chaque changement de valeur en fait, et un onFinish, donc je pourrais par exemple, quand une animation est finie, faire du code, déclencher des opérations, aller lancer une autre animation et ainsi de suite. Encore une fois, toutes ces animations, de la même manière que tout ce qui est graphique, visuel et tout ça qu'on a vu jusqu'à maintenant, utilisera complètement le processeur graphique, donc ne prendra pas de ressources sur votre processeur habituel. On va trouver d'autres propriétés. On va trouver notamment la propriété delay. Donc c'est le délai que je souhaite attendre avant de lancer l'animation. Si je mets 3 par exemple ici, je vais enregistrer tout ça. Je suis arrivé. Quand je clique, il attend 3 secondes, le temps du délai en fait, et après il va lancer mon animation. Ok, ça c'est pour la propriété delay. Je vais trouver une propriété qui est la propriété auto-reverse. Dans ce cas-là, lorsque je lance mon animation, ok, il va de start value à stop value, et quand il est arrivé au bout, il repart dans l'autre sens. D'accord? Il fait dans un sens, et puis il fait le reverse, et ainsi de suite. Là, il continue parce que j'ai mis la boucle aussi, hein, de toute manière. Inverse, dans ce cas-là, au lieu d'aller de start value à stop value, hein, il irait de stop value à start value. Le start from current, au lieu de commencer à start value, il commencera à la valeur de la propriété. Si mon rotation angle il est à 45, ben il commencera à 45 pour aller jusqu'à 360. Pardon. Et de la même manière que sur les effets, on va trouver la notion de trigger. On va trouver le trigger et le trigger inverse. Donc quel est le trigger? Sur quel trigger je vais déclencher l'animation dans le sens normal, et sur quel trigger je vais lancer l'animation dans le sens inverse. Donc au lieu de faire ce que j'ai fait ici en cliquant pour lancer l'animation, je pourrais très bien dire lance l'animation quand mouse over est égal à true. Donc soit je peux lancer l'animation comme ça, on est d'accord. Bon, là, du coup, le problème c'est qu'elle ne s'arrête pas. Soit comme je lui ai dit, mouse over est égal à true, je mets ma souris dessus, automatiquement il lance l'animation. Quand je retire,
automatiquement, mon animation s'arrête. Je vous rassure également aussi, si on avait un stop value qui est, on avait un start value à 360 et un stop value à 0, d'accord, donc le stop value est inférieur à la start value. Ça n'empêchera pas de faire l'animation, simplement il a fait dans l'autre sens parce qu'il va décrémenter, en fait, il part de 0 et puis il part de 360, pardon, et il va décrémenter pour aller jusqu'à 0. D'accord. Il n'y a pas besoin de lui dire de lui-même, il voit que si c'est inférieur ou supérieur, il doit augmenter ou il doit décrémenter, quoi. Bien entendu, je peux animer plusieurs choses en même temps, hein. Rien ne m'empêche de faire un autre float animation sur la position, par exemple, à partir de start from current, et on va aller à 500. Faire ça en 4 secondes, par exemple. Et ici, donc, quand on va lancer la première animation, on va float animation 2, .start. Donc, on va lancer les deux en même temps, en fait. Donc, j'ai bien mon animation avec ma rotation. Et de la même manière, j'ai eu l'animation comme quoi il s'était déplacé. D'accord, donc on a toute une série de propriétés qu'on va pouvoir animer. On a aussi des animations qui sont plus particulières, d'accord, comme le color animation, qui vont me permettre j'ai pas de propriété. Ouais, j'ai pas de propriété. Cherche You dans la palette d'outils. Voilà. You Adjust Effect, exactement. Le deuxième. Voilà, tu le mets sur ce que tu veux, ton bouton par exemple. Tu décales ton color animation sur le You Adjust Effect. Ok. Et puis tu fais la property. Voilà. Ah, il veut pas? Pourquoi il ne l'apprend pas, non? Non. Ah non, c'est un float. C'est un float pour celui-là, ça va de -1 à 1. En fait, c'est pas un color. Ça va de -1 à 1, il faut lui mettre autre chose. C'est pas un You en fait, ouais. Il faut mettre autre chose à ce moment-là. Mais avec un float, voilà, donc on voit qu'on peut effectivement les mettre en cascade, il n'y a pas de souci. Et là, pour le coup, tu as You et tu vas de -1 à 1, et puis voilà. Avec le trigger, si tu veux, ou un trigger, ouais. Voilà. Hop. Sur le bouton, je suis pas sûr. C'est du gris, ouais. C'est du gris, donc je suis pas sûr. Il est gris, ça change pas grand chose. Change-le là à la main, mets-le à la main, le You. Mets un 0,5, je sais pas. 0,5. Ouais, non, c'est du gris, donc il doit. C'est justement la couleur qui est ignorée. Mettre un rectangle, par exemple. Voilà. Un fil, quelque chose. On prend tout. Et on va mettre ça sur le rectangle. Voilà. Voilà, on a la possibilité de jouer, ça on pourrait le faire sur une image, hein, aussi, on aurait pu jouer sur l'image, de jouer avec des effets, d'animer les effets aussi, là c'est ce qu'on a fait, on a mis un effet et l'animation elle est sur l'effet, elle n'est pas sur le composant. En fait ce qu'on peut animer c'est les propriétés, à chaque fois que vous voyez que sur un composant, que vous avez la petite diapo, au passage on remarque que à partir du moment où on a mis une animation sur une propriété, vous remarquez tout de suite que voilà,
les petites diapos sont plus grisées, hein, comme c'était le cas avant, mais elles sont bien mises en clair pour montrer quelles sont les propriétés qui sont animées, justement. Donc, c'est pas simplement... En fait, c'est tous les composants, quoi. Dès que vous avez une propriété où il y a la petite diapo, ben, vous avez possibilité d'animer, du coup, cette propriété-là, quoi, avec le composant float animation, quoi, en fait. Après, voilà, les T-color, les T-bitmap, les gradients, c'est plus spécifique, en fait, selon les composants. Ça ne va pas fonctionner avec tous les composants. Il faut que ce soit un composant qui ait une propriété color. C'est pas le cas avec Soit un glow, par exemple, tu peux. et, ouais. Ce que tu avais utilisé tout à l'heure était très bien. Effect, sur le bouton, voilà, ou sur les titres, parfait. Ici, je mets tiens, color animation. Hop, on va mettre ça sur le glow effect. Et là, pour le coup, la propriété doit être bonne. Hop, Voilà. glow color, voilà, et puis je pourrais décider de partir, d'aller de partir du rouge pour aller vers n'importe quoi, mais pas grave. La durée. Une durée de 3 secondes, voilà. Et on pourrait mettre ça, focus est égal à true, voilà. En fait, ouais, le problème c'est que le trigger, du coup, comme il est sur les faits, enfin, c'est sur les faits, ça n'a pas marché. Donc, pas grave, on va le déclencher manuellement. C'est pas float, alors c'est color animation 1, point. Start, hein, de la même manière que sur les autres composants animation. On voit bien, voilà, qu'il y a un changement du glow effect qui va d'une couleur à une autre, quoi, en fait. Et toujours lui, cet effet-là, toujours l'effet du bouton aussi. Donc on peut animer plusieurs choses. On pourrait jouer avec les événements pour dire bah, quand une animation est terminée, je vais lancer une autre et ainsi de suite. Et encore une fois, tout ça c'est faisable sur n'importe quel composant. Donc on est d'accord que le but c'est pas de faire clignoter vos applications dans tous les sens, hein, et que tous les composants se cassent la gueule et partent de tous les côtés. Mais on peut faire des effets assez sympas, hein, un truc bête, mais par exemple, ça, hop, hop, hop. Je enlève ça. Tu peux valider un champ edit. Moi, je m'en sers pour ça, car classiquement, j'utilise un inner glow pour la validation d'une valeur dans un champ edit. Si ça correspond bien à ce que j'attends, je le mets en vert. Si ça correspond pas, je le mets en rouge. Pour un effet, ouais. Mais là, je pensais plus à une animation. Ah, d'accord. Hop. Ok. Des edits. Ah, peu importe, d'accord. Fiche, on met plusieurs choses. Menu. Ok, un float animation, puisque même un layout, du coup, je vais pouvoir l'animer, hein. Je vais pouvoir animer les propriétés de mon layout, il n'y a pas de problème. Ok, donc la propriété, hop, mission.x48, c'est Y. C'est Y, ouais, pardon, 664 et 120. Donc ici la propriété position.y, enfin 3 plus loin, on va aller à 700, c'est plus simple. Et on va faire ça en 2 secondes. D'accord, plutôt qu'une fois que, je sais pas, sur un écran, j'ai besoin de valider un formulaire et après je veux que ce formulaire disparaisse, plutôt que de faire bêtement en fait un visible est égal à false et puis et ensuite le comment ça s'appelle,
et ensuite j'affiche l'autre, faire un petit effet, voilà, donc là on lui a bien dit l'effet tu démarres de current, donc du coup il va démarrer de la valeur de la position, il va aller jusqu'à 700, et donc du coup quand je valide, hop, flotte animation 1.start, d'accord, j'ai rempli mon formulaire, j'ai valide, voilà, bon, peut-être un peu plus rapide, mais faire partir, faire arriver par la droite un autre formulaire, enfin voilà, il y a pas mal d'effets qui vont pouvoir être faits. On pourrait de la même manière cumuler ça, allez, faisons comme ça, on va faire ça par exemple. Hop. Voilà, un deuxième layout qu'on va positionner là. Bon, je fais ça vite fait, hein, c'est ok. Ok, le width. Okay. Donc ici, un flotte animation, on va lui dire cette fois d'aller sur le position.x, d'accord, de démarrer à la valeur courante et d'aller à moins 1000 par exemple. Et sinon, il est à combien? 48. Okay. Et lui, sur son flotte animation, on va lui dire, donc c'est le position.x, de démarrer de la valeur courante et d'aller à 48, c'est ça je crois. Bref. Et du coup, on pourrait cumuler ça également avec un gestion manager, donc qui va me permettre d'avoir la notion de mouvement, d'accord, de geste, qui est tactile mais que je pourrais faire à la souris aussi. Donc on pourrait, sur la fenêtre, lui mettre la propriété touch, je vais rattacher le gestion manager à mon gestion manager. Et dans gesture, je vais retrouver la liste de tous les mouvements qui sont les mouvements standards. On pourrait trouver le mouvement left, par exemple. Il me faut des actions, parce que ça marche avec des actions. Donc je vais prendre un action list. C'est quelque chose qui n'existait pas aussi dans la X2, qui n'avait pas été intégré, les actions. Donc maintenant c'est le cas. Hop, je reviens là, sur ma fenêtre. Donc sur le mouvement gauche, je vais créer une nouvelle action, qui est action 1, d'accord. Ce qui va me permettre ici, sur mon action 1, sur l'exécute de mon action 1, je vais tout simplement faire flotte animation 1.start et de la même manière, flotte animation 2.start. Du coup, d'accord, j'ai défini que sur le mouvement left, donc ce mouvement left, je vais pouvoir le faire sur n'importe quel composant, puisque je l'ai défini sur la fenêtre et les autres, ils n'ont pas ces mouvements-là. Donc si je fais un mouvement gauche comme ça, automatiquement, j'ai bien une partie de ma fenêtre qui part sur la gauche et puis l'autre partie de droite qui arrive. Et on aurait pu faire, après j'aurais pu faire du coup sur celui-là que sur un mouvement droite, hop, on revient sur l'autre, et ainsi de suite, quoi. Mais on pourrait du coup jumeler ça, si j'ai un écran tactile, et mettre des effets, des animations, sans pour autant être sur un mobile. Et on verra justement que sur la partie mobile, les effets, on pourra les utiliser en faisant ça, en jouant sur les animations et autres. Donc très simplement, en fait, on peut rajouter des animations, d'accord, et ça peut être sympa de jumeler ça avec des effets ou autre, quoi, avec des mouvements, je veux dire, voilà, pour donner des effets sympas à mon application, autre que simplement j'affiche, voilà, et j'arrête d'afficher. Comme il y a un événement aussi hein, sur les animations, je pourrais dire une fois qu'elle est terminée, je fais ça aussi, le fait d'avoir des événements sur les animations, c'est pratique de pouvoir savoir soit où on en est, ou déclencher quelque chose quand une animation est finie, enfin, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Et pendant les animations, bien entendu, tous les composants restent actifs et peuvent être utilisés sans problème. Je peux cliquer dans les zones, je peux saisir des informations, je peux cliquer sur mes boutons et autres. D'accord. Donc très simplement, en fait, on peut rajouter des effets, des animations, et encore une fois, c'est pas simplement bling bling pour faire bien, ça peut avoir un intérêt même dans des animations, des applications plus traditionnelles, quoi.
d'accord. Quand je masque ma fenêtre, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on avait une fenêtre qui avait... le fond, c'était mon image, donc qui m'empêche après d'animer cette image pour que quand je veux fermer mon application, ben, hop, la fenêtre avec une animation, elle parte quelque part et ainsi de suite, quoi. Juste quelque chose qu'on a oublié de voir dans la propriété animation, c'est l'interpolation, d'accord. C'est la manière dont va évoluer la valeur pour aller de start value à stop value. Par défaut, en fait, c'est toute une série de courbes qui existent. Par défaut, c'est linéaire, mais il existe toute une série d'autres courbes qui vont donner des effets un petit peu particuliers. Si je prends élastique, par exemple, on va voir ce que ça va donner, quoi. En général, vaut mieux le mettre sur les deux. Voilà, il y a l'effet, on peut le faire sur le riche d'effet. Moi, j'aime mieux le bounce. Le bounce, allez, ouais. Le bounce. Ça rebondit bien. Et c'est moins violent donc, que... en fait, ça suit l'évolution de start value à stop value, en fait, suit cette courbe, voilà. On voit, là, il y a un effet, voilà, ça danse un peu, et puis après, hop, ça va à stop value. Donc, il y a toute une série de courbes comme ça qui existent. Et il y a qui permet de... l'animation type aussi, où là, on a vu que ça l'a fait qu'au début, et il y a aussi la possibilité de dire qu'à la fin, ou les deux. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a vu qu'une fois au tout début, en fait. Ok, donc l'élastique, par exemple, on pourrait mettre... élastique, ok. Voilà, on voit, hop là. Donc voilà, il y a toute une série de courbes qui existent qui vont permettre de donner à l'animation, pas une animation linéaire, mais avec un petit effet qui peut être sympa dans certains cas, quoi. Ok, donc très facilement on peut faire pas mal de choses. En fait, juste pour montrer. Alors, on va faire un layout. Client, ok. Mettre une image. Hop. Ok. Alors, c'était celle-là. Ok. Ok, je pourrais très bien utiliser un timer, d'accord. Et du coup, sur ce timer, sur l'événement de timer, donc ça marche comme dans la VCL, hein, il y a l'intervalle en nombre de millisecondes, d'accord. Donc là, ça va être toutes les secondes. On va faire... c'était... T'as fait l'uses de date utils? J'ai pas fait gaffe. Ouais, non, je sais pas besoin, je crois.
crois, non. Pour faire un explode, HN, millisecondes. Je vais chercher le nom de la fonction. C'est pas explode, je sais plus. Extract. Je crois que c'était extract, mais non. T'es sûr que c'est pas dans date utile? Non, je sais pas, je me rappelle plus. Ouais, il me semble pas, non, je crois pas. Je crois qu'on est dans le standard. C'est décode. Merci, Samy. Décode time, c'est ça. Donc de now, virgule h, virgule m, virgule s, virgule ms. Et donc ensuite, img point rotation angle de point est égal à, donc c'était donc je vais avoir divisé par 30, j'avais un trou, ouais, c'était ça. Okay. Les gens t'aident. Tu as le code. Ouais. Donc c'est bien H divisé par 15 par contre, parce que je suis en l'après-midi que ça va être sur 24 heures. IMG minute point rotation angle est égal donc c'est M divisé par 6. Pardon. C'est H fois 15, pas fois divisé d'ailleurs. 1 fois 6. Point, rotation angle, c'est la même chose quand je fais les secondes. Voilà. Je n'avais pas enregistré ça, d'accord. Ok. Ouais, tu n'as pas écouté la personne, tu as mis 15 au lieu de 30. Oui. Et après, il y a un problème de décalage horaire. T'es en GMT. Mais ça, c'est un détail. Ok, ouais. Il est en décalage. Bon, bref, juste pour montrer que, en tout cas, c'est en fait, non. C'est, non. Pourquoi me le rendre en GMT d'ailleurs? T'as une nouvelle unité qui permet de faire facilement la conversion. Je l'ai plus en tête, mais il y a une nouvelle unité qui permet de le faire super facilement. Je l'ai retrouvé. Donc, très facilement, en fait, juste pour montrer que voilà, très facilement, on peut faire des animations et faire des choses un peu plus sympas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait possibilité de faire avec la VCL. On va beaucoup plus loin dans ce qu'on pouvait faire. Visuellement, ça n'a rien à voir, quoi. On peut faire. C'est pour ça que je dis perdez les habitudes et les restrictions qu'on pourrait avoir avec la VCL, en fait. Pour dire. J'ai envoyé le lien pour le GMT.
on peut aller beaucoup plus loin et on peut trouver, faire des choses beaucoup plus sympas au niveau visuel et au niveau graphique dans nos applications. Et même sur des applications plus traditionnelles. Hein. On a vu des effets sur des edits ou ce genre de choses, une animation pour faire partir une fenêtre ou un layout, enfin voilà, pas mal de choses qui sont faisables. J'ai envoyé le lien pour le GMT si tu veux. Ok, oui, c'était donc, hop. Descends, tu vas voir, t'as le code. Là, il explique toutes les méthodes et là, voilà, t'as un exemple qui va bien. D'accord, theta-in-zone.local et tout universal. Ok. Donc il suffit de passer le nord, tu le passes dans une variable et c'est fini. Enfin, même pas d'ailleurs. Tu fais un ttimezone.local.getLocal, enfin la ligne là, ouais, le case. Normalement, ça doit suffire. Hop. Ouais. Now, premier. Et là, c'est date utile là pour le coup. Là pour le coup, il y en a besoin. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une conversion à 2 balles. Local time type. Ah non, oui, non, ouais, c'est pas time type, c'est, il y a un to. Fais un local.to, non, fais point to au lieu de point get, to au début. Et tu fais la complétion, il va nous le dire. To local time. Voilà, c'est sûr. Ah, si, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, il y a le daylight saving. C'est le daylight qu'il faut décaler, en fait. Ouais. C'est l'heure locale, mais avant changement d'heure. Ouais. Voilà. Mais c'est pareil, dans cette unité, je vous invite à regarder, il y a la méthode qui demande justement le force daylight qui permet justement de l'avoir correctement. Ça marche plutôt bien. Voilà. Il y a un force daylight. Voilà. D'accord, donc très facilement, hein, on le voit, visuellement, on peut faire beaucoup plus de choses. Ok, on va faire une petite pause. On va regarder les questions déjà. Ok, moi c'est surtout des gens qui m'ont fourni des infos quand je cherchais. Ok, une personne qui précise on peut avoir accès aux sources des programmes de démo. Donc je pourrais mettre aussi tous les démos lambda que je fais pour les mettre sur SourceForge. Ça peut se faire. Je le ferai. On fera une zone particulière pour toutes les autres démos qui ne sont pas dans. On le mettra, pas de souci. D'autres questions? On a encore des choses à voir sur FireMonkey, je vous rassure. On va voir notamment comment on se connecte aux données. On va parler de live binding justement, même si on a déjà vu sur la VCL, mais sur FireMonkey, on va être obligé d'utiliser certaines choses. Et surtout, on va parler des styles après. Ok, pas d'autres questions? On va faire une petite pause. Juste au passage, hein, entre midi et 2, William, vous avez envoyé le lien. On en avait parlé juste à midi avant le repas. Voilà, la TMS Grid for FireMonkey pour H2X3. Donc c'était bien une offre en fait qui allait jusqu'au 31 décembre 2012 en fait. Donc, pour ceux qui auraient acheté avant ce moment-là, vous pourriez la récupérer ici. Le lien vous a été envoyé. Donc on avait la grille TMS pour FireMonkey. Sans les sources hein, par contre. Après vous avez possibilité d'acheter la version complète chez TMS. Ok. Pause café, pause pipi. Il y a une question. Où puis-je trouver les vidéos des webinars? Donc toujours pareil. http youtube.com/le dev du jeudi. Ok, vous pouvez récupérer et les trouver ici. Et on voit même qu'il y a déjà celle de ce matin. En plus, il y a déjà celle de ce matin. William a envoyé le lien de toute manière à tout le monde. Voilà. Ok, allez. Pause café, pause pipi, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.